Là, ça devrait démarrer. Voilà, Oui. c'est parti. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. La chaire Senghor de la Vallée d'Aoste, créée en 2008 et dont je suis titulaire depuis 2016, se définit comme un espace de réflexion universitaire sur la francophonie dans sa dimension internationale. La chaire Senghor de la Vallée d'Aoste n'est pas exclusivement consacrée à la recherche au sens classique du terme, mais comme toutes les autres chaires, elle comporte bien entendu un volet recherche, mais elle se veut aussi un espace de débat, un lieu de formation sur les différents aspects des francophonies et un milieu d'accueil pour les étudiants, les gestionnaires, les acteurs politiquement engagés dans le développement de la francophonie. Alors, dans ce cadre, nous célébrons les journées de la francophonie, notamment avec des conférences, débats ouvertes non seulement à des interlocuteurs académiques, professeurs et étudiantes, mais aussi à l'ensemble de la population. Je vous souhaite donc la bienvenue à notre rendez-vous d'aujourd'hui. Et c'est un honneur pour moi de vous présenter Madame la professeure Foussoun Turkmen, qui est présidente du Réseau international des chaires Senghor de la francophonie et directrice du département de relations internationales de l'Université Galatasaray, Istanbul, Turquie. Grand merci, c'est vraiment une présence prestigieuse pour nous, pour le monde de la francophonie, car elle est la présidente du réseau, et aussi dans le monde universitaire et académique. Elle est une grande experte des relations internationales et donc pendant cette semaine de la francophonie, je suppose qu'elle a été très sollicitée chez elle et ailleurs, partout dans le monde, je dirais. Donc, c'est vraiment un privilège pour nous de pouvoir profiter de ses connaissances et de ses compétences, et de passer une bonne heure et plus, si elle le voudra, avec elle. Donc, grand merci. Je vous laisse maintenant la parole. Merci, professeur Grand. Je vous remercie infiniment de m'avoir invité. Tout l'honneur est pour moi, surtout que je connais la chaire Senghor de l'Université de la Vallée d'Aoste de près pour l'avoir visitée. Et je sais combien cette chaire est particulière dans sa contribution à la francophonie du réseau, dans sa compétence, dans son expertise et dans sa coopération régionale qui est très importante, pas seulement à l'intérieur de l'Italie, mais au-delà avec l'Université de Savoie-Mont-Blanc, etc. Donc, vous êtes un hub de francophonie régionale et nous sommes fiers au sein du réseau de vous avoir à bord. Donc, tout l'honneur est pour moi. Et avec cet événement, j'inaugure aussi les célébrations de la francophonie parce que c'est le premier événement auquel je participe au sein du réseau cette saison. Et je souhaite à tout le monde une bonne fête de la francophonie. Comme le professeur Grange vient d'expliquer, le réseau des chaires Senghor est un réseau qui est interdisciplinaire. Donc, ça peut étonner certains que dans le cadre des fêtes de la francophonie, je parle d'un sujet comme l'impact des élections américaines de 2020 sur les relations internationales, mais au sein du réseau, nous sommes chacun censés contribuer par notre domaine, mais en langue française. Donc, nous sommes ouverts à toutes les disciplines, la mienne étant les relations internationales. Et comme je travaille sur la politique étrangère des États-Unis plus particulièrement, j'ai voulu partager une petite analyse sur les derniers développements outre-Atlantique qui ont intéressé le monde entier pour des raisons évidentes. Donc, au lendemain des élections présidentielles américaines de 2020, Madame Anne Hidalgo, maire de Paris,
s'est exclamé en anglais « Welcome back, America ». Quel était le sens politique de cette exclamation? Bon, c'est évident pour tous, mais peut-être il faudra répondre d'une façon un peu plus systématique à cette question à travers trois questions principales au sujet des élections américaines de 2020 qui représentent des changements d'ordre quasi tectonique, non seulement au niveau pour les États-Unis, mais aussi internationalement et globalement parlant. Donc, la première question est pourquoi est-ce que le déroulement des élections a été tellement compliqué? Nous l'avons tous suivi. Deuxième question, qu'est-ce qui était en jeu? Autrement dit, pourquoi, selon le titre d'un article paru aux États-Unis, c'était, et je cite, la plus importante élection de l'histoire politique américaine? Et troisièmement, quelles en seront, et déjà sont, les conséquences, surtout en politique internationale? En ce qui concerne la première question, la réponse reposerait sur trois catégories: structurelle, circonstancielle et politique. Par structurel, nous nous référons au système électoral américain, bien sûr, déterminé par une institution inédite et obsolète, qu'est le collège électoral, puisque le président n'est pas directement élu par suffrage universel, mais à travers le nombre des délégués du collège électoral qui votent pour lui et pour lesquels le peuple vote. Donc, chacun des 50 États américains a un nombre fixe de délégués proportionnel à sa population et dont le nombre est égal à ses représentants au sein du Congrès, ce qui fait au total 538 délégués, et donc un candidat a besoin d'avoir 270 délégués au moins pour gagner les élections. Et paradoxe du système, même s'il a plusieurs dizaines de millions de votes dans un État, le nombre de délégués que le candidat peut garantir reste fixe. Parfois, on a plus de votes populaires, mais moins de délégués, dépendant de l'État. Un facteur déterminant, c'est la couleur de l'État. Bleu, c'est-à-dire démocrate, traditionnellement, rouge, c'est-à-dire traditionnellement républicain, ou alors une poignée, une demi-douzaine d'États qu'on appelle les swing states, qui oscillent d'un parti à l'autre selon les élections. Et donc, ce sont les États clés qu'il faut remporter parce que sinon, la répartition des votes est plus ou moins connue. Par exemple, en 2016, Hillary Clinton, à cause de ce système quasi paradoxal, a eu 2-3 millions de votes de plus, mais a perdu les swing states de Wisconsin, Ohio, la Pennsylvanie, tandis que cette fois-ci, Joe Biden les a remportés, ce qui lui a fait franchir le seuil des 270 délégués requis. Et en plus, il a même remporté quelques États qui étaient traditionnellement rouges, comme l'Arizona, et qui ont voté démocrate. Donc, d'abord, il y a ce collège électoral qui est un facteur en soi dans le sort du candidat présidentiel. Ensuite, il y a un autre facteur du système, c'est le winner take all, c'est-à-dire celui qui gagne remporte tout. C'est-à-dire quand le candidat ou la candidate a un seul vote de plus, il remporte les votes de tout l'État. Il n'a pas besoin d'avoir une majorité simple ou qualifiée ou quoi que ce soit. Ce qui fait que le recensement des votes dans chacun des États est une opération longue et fastidieuse dont dépend le résultat. Ça prend du temps.
Et comme la course entre Donald Trump et Joe Biden était serrée en termes de délégués, la confirmation du résultat final a pris plusieurs jours, presque des semaines, mais nous le savons bien, Biden a fini par remporter avec 81 millions des votes, ce qui lui a valu 306 délégués, tandis que Trump en est resté à 74 millions de votes et 232 délégués. Au fait, depuis les élections de 2016, donc, qui ont fait gagner Trump d'une façon presque inattendue, cette histoire de collège électoral est une question controversée aux États-Unis. Il y a un débat autour du collège électoral parce que c'est une institution obsolète qui donne le pouvoir de vote à l'élite, ce qui avait été prévu à la fin du XVIIIe siècle parce que le peuple ne se sentait pas, n'avait pas accès, si vous voulez, aux mécanismes politiques et laisser l'élite voter et décider pour lui. Bon, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent contre ce système qui n'est plus très contemporain, mais il reste toujours valable, toujours en place, pour la simple raison qu'il faut non seulement un amendement constitutionnel, ce qui relèverait des 2/3 du vote du Congrès, mais il faut aussi l'unanimité des 50 États qui donc composent les États-Unis et pour qu'il y ait cet amendement constitutionnel. Et il est clair que les États qui sont favorisés par leur nombre de délégués ne vont jamais voter en la faveur d'une modification, d'une réforme. Donc ça, c'est la raison structurelle, systémique de la raison pour enfin, du déroulement compliqué des élections, surtout des dernières élections. La raison circonstancielle a été évidemment la pandémie, puisque le vote par correspondance a prévalu et il y a eu aussi des votes provenant d'outre-mer et que chaque État ayant un calendrier de vote et des dates limites différentes fixées par leur propre constitution, ça a énormément retardé la finalisation du processus. Politiquement parlant, il est clair que malgré la victoire de Joe Biden, Trump dispose encore d'un capital électoral considérable, malgré sa présidence que j'oserais appeler désastreuse à plusieurs points de vue. La plupart des raisons qui l'ont mené au pouvoir il y a 4 ans restent valables aux yeux de son électorat aujourd'hui, ce qui explique la résilience du Trumpisme. D'ailleurs, une évaluation très courante est que Trump est peut-être parti, mais le Trumpisme n'est pas mort et peut revenir à tout moment. Donc, beaucoup de choses dépendent aussi de la performance de l'administration Biden. Maintenant, quelles étaient les raisons, malgré le fait qu'il s'agissait d'une figure que rien ne prédestinait à la présidence, aucune expérience de la vie publique jusqu'à l'âge de 70 ans, une carrière dans l'immobilier, une vie de milliardaire sensationnel, une idéologie et un discours politiquement incorrect et ouvertement, puisqu'il a ouvertement clamé qu'il ne se sentait pas obligé d'être politiquement correct. Donc, quelles étaient les raisons qui l'ont fait élire et qui vont à l'encontre de toutes les valeurs de la vie politique américaine? D'abord, très simple, le fait qu'il soit déjà très connu du public, surtout via ses émissions télévisées des dernières années, dans un pays particulièrement branché aux médias. N'oublions pas que l'Américain moyen passe, surtout s'il vit dans un état de province, passe 5 à 6 heures par jour devant son écran de télévision. Donc, la célébrité, c'est un facteur qui pèse. Deuxièmement, il incarne le rêve américain.
au sein d'une société où la richesse et l'opulence ne sont pas des péchés. Troisièmement, son style, simple, direct, compréhensible de tous, souvent outrageux, osant dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, surtout par exemple en ce qui concerne les immigrés, les réfugiés, les étrangers, cette tendance à démoniser l'autre qui domine son style. Une autre raison, c'est bien sûr la conjoncture politique internationale, dont il a très bien profité, axée autour d'une polarisation quasi civilisationnelle qu'il a su exploiter, soulignant la lutte avec le terrorisme et l'intégrisme islamiste comme objectif premier, argument qui reste toujours valable 20 ans après les attaques du 11 septembre. Puis la conjoncture économique, bien sûr, conjoncture économique surtout nationale, reflétant les contre-coups de la globalisation, les PME, les petites et moyennes entreprises essoufflées devant la compétition internationale, des entreprises délocalisées à l'étranger, des pertes d'emplois frappant les plus défavorisés, bref, des problèmes qu'il promit de résoudre avec un pragmatisme d'homme d'affaires, ce qui a beaucoup attiré les gens, surtout ceux qui en pâtissaient. Et last but not least, l'interférence russe en sa faveur, désormais prouvée et confirmée, donc depuis quelques jours, c'est redevenu, nous le savons bien, un sujet brûlant. Cette adroite manipulation des réseaux sociaux par la Russie, dont l'Amérique ne s'est rendu compte vraiment qu'en 2020. Ce qui nous amène à notre deuxième grande question, qu'est-ce qui était en jeu cette fois-ci à la suite d'un premier mandat Trump au point d'être qualifié d'élection la plus importante? Il faudra, pour y répondre, survoler son idéologie et ses politiques. Au niveau idéologique d'abord, il appartiendrait à la version extrémiste de l'école jacksonienne, l'une des 4 écoles de pensée américaines qui marquent traditionnellement la politique étrangère du pays. Donc, il s'agit respectivement des écoles wilsonienne, hamiltonienne, jeffersonienne et jacksonienne, ayant chacune des priorités différentes en politique étrangère. Donc la première, inspirée, comme vous pouvez bien l'imaginer, de la pensée du président Woodrow Wilson, accorde la priorité à la défense de la démocratie et des droits de l'homme au niveau universel. La seconde, inspirée par un père fondateur de la République, Alexander Hamilton, qui a aussi fondé la Banque centrale américaine et qui a été le premier secrétaire au Trésor. Pour cette école, la priorité doit être l'économie et le commerce en politique internationale. La troisième, inspirée de la pensée de Thomas Jefferson, qui était l'auteur de la Déclaration d'indépendance et le 3e président des États-Unis, accorde la priorité à une politique militaire non interventionniste, donc militairement non interventionniste, en vue de la préservation de la démocratie en Amérique. C'est-à-dire que, selon Jefferson, plus un État est agressif et plus la sécurité prédomine dans sa politique, moins il est démocratique à l'intérieur. Donc la sécurisation, si vous voulez, conduit à la restriction des libertés à l'intérieur du pays. C'est pour ça que l'école jeffersonienne est considérée d'un isolationnisme positif. Isolationniste, mais pas pour des raisons, entre guillemets, égoïstes. Et finalement, celle inspirée par Andrew Jackson,
le 7e président des États-Unis et qui accorde la priorité aux valeurs patriotiques et à l'intérêt national direct. C'est l'école la plus populiste, la moins intellectuellement sophistiquée et aussi la plus conservatrice de nature, avec des concepts sacrés tels le drapeau, la famille, l'honneur, la patrie, etc. En effet, chez le président Trump, un patriotisme agressif, un discours exclusivement adressé aux Blancs et à l'Amérique rurale, une hostilité flagrante envers l'élite politique et les étrangers, une vision simpliste et manichéenne des relations internationales et des intérêts américains relèvent tous de la pensée jacksonienne. Cependant, il faudra souligner qu'à l'époque de Jackson, donc nous parlons d'une présidence entre 1829 et 1837, il n'était pas question de globalisation ni de politique internationale dans le sens où nous l'entendons au XXe siècle, XXIe siècle. Certains experts comparent le trumpisme beaucoup plus volontiers à ce qu'on appelle le paléoconservatisme. C'est quoi? C'est une variante vieille droite du conservatisme, datant des années 1920 et caractérisée par le racisme explicite, le conservatisme religieux, l'isolationnisme, la xénophobie et le traditionnalisme à son extrême. Plus tard, ce paléoconservatisme, c'est-à-dire un peu un conservatisme dinosaure, a été éclipsé bien sûr par un conservatisme anticommuniste pendant la guerre froide, mais il reste toujours incarné par l'aile archiconservatrice du Parti républicain. Parce que vous savez que les deux partis ont toujours traditionnellement trois courants en leur sein, le courant modéré, le courant progressiste et le courant conservateur. Et ici, nous parlons de l'aile archiconservatrice du Parti républicain. Donc, ce qu'on appelle le trumpisme et que l'on craint qu'il ne revienne un jour, se nourrit de cette pensée paléoconservatrice. Trump a donc choisi, en fin de compte, une idéologie marginale qui n'avait rien d'original, profitant de la conjoncture politique et économique internationale et nationale pour justifier sa politique, ses idées. Donc, qui est-ce qu'il a attiré? Les insatisfaits de la globalisation, les éléments de plus en plus radicalisés du Parti républicain, les adversaires de l'islamisme intégriste, la population rurale du pays, qui ont trouvé tous en lui leur prophète. Donc, dans ce contexte, sa politique étrangère, plutôt que d'être conceptualisée à travers une stratégie bien définie, hormis la conviction que l'ordre libéral international basé sur le multilatéralisme n'était pas en faveur des États-Unis, ça c'est son idée fixe, son dada. Hormis ça, on peut dire que la politique étrangère de Trump a été conçue exclusivement comme instrument de politique domestique. Donc, ont occupé dans cette politique étrangère une place prioritaire. D'abord, la lutte avec le terrorisme intégriste, qu'il a lié avec le problème de l'immigration musulmane, soulignant un nationalisme ethno-religieux. La construction d'un mur, n'est-ce pas, que comme nous le savons, le long de la frontière mexicaine, qui lie aussi bien à la lutte contre le travail clandestin des étrangers qu'au racisme. Donc, l'idée, c'est de préserver les Américains d'éventuelles pertes d'emploi, ce qui a popularisé cette décision.
Troisièmement, la critique contre les alliés au sein de l'OTAN pour des raisons de contribution économique défavorisant l'Amérique et liée à la corde sensible de l'isolationnisme qui reste très cher au cœur des Américains, puisque l'isolationnisme est une tradition politique très ancienne aux États-Unis, qui remonte au président George Washington. Quatrièmement, bon, une autre priorité, ça a été le soutien au Brexit, comparant l'exploitation de la Grande-Bretagne, entre guillemets, par l'Union européenne à l'exploitation des États-Unis par l'OTAN. Il a lié ça à son idéologie unilatéraliste contre le multilatéralisme, ce qui a été reflété d'ailleurs par un nombre considérable de retraits d'accords et d'organisations internationaux, l'accord climatique de Paris, l'accord nucléaire iranien, l'UNESCO, l'Organisation mondiale de la santé, que sais-je. Donc vraiment, l'Amérique s'est retournée vers l'intérieur sous Trump. Et finalement, un mépris ouvert pour les droits de l'homme, affiché à travers son admiration pour les leaders autoritaires de la planète, là aussi lié à l'abandon total de la pensée wilsonienne, confirmé par son discours souvent outrageux et son action tout aussi choquante, par exemple la séparation forcée des enfants d'immigrés de leurs parents, juste pour créer de la pression et semer la panique parmi eux. Donc, compte tenu de ce bilan basé sur cette idéologie, si c'en est une, à notre question, qu'est-ce qui était en jeu? Il est possible de répondre tout simplement par les propos du président Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris. L'âme même de l'Amérique était en jeu. Une Amérique devenue sous le slogan America First une forteresse de nationalisme isolationniste et protecteur, s'attaquant à toutes les institutions qu'elle avait contribué à bâtir, violant les valeurs humaines qu'elle avait professées elle-même et en passe même de détruire son propre système démocratique de checks and balances, puisque nous savons que Trump a aussi attaqué les institutions de son propre système gouvernemental. Donc, tous les experts convergent sur le danger qu'on a frisé. Par exemple, Charles Kupchan de l'université Georgetown dit qu'on a frisé la défaite totale devant les puissances eurasiatiques illibérales comme la Chine et la Russie. Et s'il était resté plus longtemps, cette défaite aurait pu être définitive. Selon John Ikenberry de Princeton, qui est aussi un grand expert de l'ordre libéral international, c'eût été la fin tout simplement de l'ordre libéral international tel que nous le connaissons. Le divorce officiel entre l'Europe et les États-Unis, c'est ce que craignait Ivo Daalder, ancien ambassadeur des États-Unis à l'OTAN. Et Joseph Nye, de l'université Harvard, s'est contenté de citer un diplomate européen en répondant à cette question. Ce diplomate lui aurait dit « Nous avons retenu notre souffle pendant 4 ans, mais 8 ans auraient été fatals. » Donc, outre ces considérations politiques, reposait derrière la défaite de Donald Trump, donc derrière le résultat des élections américaines de 2020, l'impact de son profil aussi psychologique ou plutôt pathologique, qui a marqué sa gouvernance d'instabilité, d'imprévisibilité et de déséquilibre. Cela n'est pas une critique en l'air ou une remarque journalistique sensationnaliste quelconque, c'est le diagnostic
d'un groupe éminent de psychiatres, tous membres de la prestigieuse association psychiatrique américaine. En effet, 28 médecins psychiatres ont écrit un livre, un ouvrage intitulé The Dangerous Case of Donald Trump. Et les 28 chapitres, rédigés chacun par un expert différent, aboutissent au même diagnostic médical, celui d'un cas aigu de narcissisme maligne, avec tout ce que ça comporte d'autoritarisme, de cruauté et d'illusions dangereuses incarnées par le président. Donc, par conséquent, au-delà du politique, il s'agissait pour les États-Unis d'image, de prestige, de crédibilité en danger, autant de facteurs menacés, sinon éreintés, par Trump pendant ses 4 ans de présidence. Donc, ce danger est écarté pour le moment par la victoire de l'équipe démocrate Joe Biden, Kamala Harris. Victoire d'abord symbolique avant d'être politique. Symbolique car le président lui-même d'origine irlandaise catholique, le premier Irlandais catholique depuis John F. Kennedy, a choisi comme vice-présidente, comme vous le savez, une femme de couleur, d'origine partiellement asiatique, appartenant à l'aile progressiste du Parti démocrate, donc plus à gauche que lui, entre guillemets à gauche. Rien qu'au niveau identitaire, cela représente la défaite du racisme conservateur du Trumpisme. Ensuite, au niveau de la politique domestique, c'est un renversement total, n'est-ce pas, vers les politiques sociales, vers le retour à l'État-providence, contrairement au capitalisme sauvage professé par le Trumpisme, une politique humanitaire et humaine envers les immigrés, les réfugiés, les étrangers, la lutte contre le racisme systémique et social, dont Biden fait un objectif prioritaire, et bien sûr, il faut aussi le souligner, une gestion raisonnable du fléau Covid, puisque Trump a sacrifié cela au fonctionnement court terme de l'économie. N'oublions pas qu'il avait fermé un programme de pandémie, le programme PREDICT, qui faisait partie du projet Emerging Pandemic Threats, qui était un programme fondé par le président Obama et qui avait permis à l'Amérique de survivre à la pandémie Ebola avec 2 morts, tandis que le cas du Covid, il s'agit aujourd'hui d'à peu près 540 000 morts autour du Covid, rien qu'aux États-Unis. Donc, la gestion a été plus que désastreuse. Biden vient de faire passer un programme de soutien de 9 trillions de dollars aux victimes directes et indirectes de la pandémie et il redressera cette politique quand il pourra. Mais c'est en bonne voie. Finalement, bien sûr, l'essentiel de notre propos, il s'agit d'un renversement total de la politique étrangère, donc ce qui veut dire impact direct sur les relations internationales. D'abord, avant tout, il faut souligner le fait que le président Biden, contrairement à la plupart des présidents américains qui viennent de la politique intérieure, soit parce qu'ils ont été gouverneurs, soit membres du Congrès, il est très compétent en politique étrangère. C'est assez rare aux États-Unis.
Non seulement parce qu'il a été vice-président de Barack Obama pendant 8 ans, mais il avait une carrière d'une quarantaine d'années au Congrès, où il avait présidé plusieurs fois le comité des relations extérieures du Sénat, il en avait été membre, voyagé à travers le monde, visité toutes les régions, connaissant la plupart des leaders mondiaux de près. Donc, c'est quelqu'un qui s'y connaît, qui est très bien équipé en matière de politique étrangère. Et bon, il connaît si bien tout le monde que, parenthèse anecdotale, quand le premier ministre israélien Netanyahou a dit Biden me connaît depuis 40 ans, impliquant qu'il pourra finir par lui imposer ses vues, Biden a répondu lui aussi, il me connaît depuis 40 ans, impliquant qu'il ne se laissera pas faire. Donc, il est très à l'aise avec les leaders du monde entier, ce qui, bien sûr, contribuera au contact au plus haut niveau. Depuis sa campagne électorale, et ainsi que le démontrent ses premiers mois au pouvoir, il a été possible d'identifier 7 piliers sur lesquels repose sa vision de politique étrangère. Premièrement, l'Occident est de retour. Pragmatique sur plusieurs points, Biden est connu pour son attachement presque romantique envers le bloc transatlantique. C'est un enfant de la guerre froide et il attache une importance énorme à l'Alliance atlantique. Deuxièmement, conscience des menaces communes, ce qui fait qu'il est déterminé à restaurer l'importance de l'OTAN et la solidarité entre alliés, le développant davantage en matière de technologie militaire et cyberpuissance. Troisièmement, sa foi en les organisations internationales et en le droit international. Il a rejoint tous les traités, accords et organisations abandonnés par Trump, comme je viens de le mentionner, à commencer par l'OMS, abandonné en pleine pandémie. Donc, l'Amérique revient en force vers le multilatéralisme. Quatrièmement, l'importance des droits de l'homme. Donc, il l'a déclaré dès le premier jour, il a une vision wilsonienne du monde, il identifie, affiche et condamne les violations spécifiques à travers les pays et fait des droits de l'homme un objectif prioritaire de sa politique étrangère, peut-être au même niveau qu'un Carter, qu'un Clinton et qu'un Obama, peut-être même plus. Et à cet effet, il a déclaré qu'il allait lancer une série de sommets, les sommets de la démocratie, sur le modèle des sommets nucléaires du président Obama, dans le cadre de sa politique de sécurité nucléaire. Corollairement, un cinquième pilier, l'intolérance envers les régimes antidémocratiques et dictatoriaux. Il a dit de façon assez symbolique qu'il n'allait pas serrer la main des autocrates, qui n'ont en effet plus d'alliés à la Maison-Blanche depuis le départ de Trump, et depuis quelques jours, nous le voyons très bien à travers la façon dont il traite Poutine, et nous avons actuellement un débat autour de ses propos construits sur ce rapport n'est-ce pas, des services de renseignement américains sur justement l'interférence russe dans les élections. Beaucoup plus de considération, et ça c'est le sixième pilier, envers les pays en voie de développement. Trump les traitait volontiers de shithole, en parlant de l'Afrique. L'Afrique, justement, continent de prédilection pour Biden,
qui, tout au long de sa longue carrière, s'y était rendu plusieurs fois, connaît la région, ses problèmes, ses besoins, ses dirigeants. Et le fait qu'il est nommé à la tête de USAID, donc l'agence américaine d'aide internationale, Madame Samantha Power est quand même très significatif parce que Samantha Power est une grande figure de l'humanitaire, une activiste qui a été aussi journaliste, qui est actuellement académique au Harvard et qui a été la représentante permanente d'Obama aux Nations Unies. Et on se souvient encore aujourd'hui de ses interventions passionnées au Conseil de sécurité en faveur des défavorisés et des droits de l'homme. Donc, c'est une nomination importante qui indique l'importance attachée à ce domaine. Finalement, Biden est un globaliste affiché. Donc, il a une approche prioritaire aux problèmes d'ordre global, que ce soit la pandémie, le terrorisme, la crise économique mondiale, la cybermenace, autant de menaces, de dangers qui menacent l'humanité, pour lui, sont des sujets qu'il faut traiter ensemble, main dans la main, avec le reste de l'humanité. Donc, le globalisme remplace une Amérique qui tourne le dos au reste du monde. Pour résoudre tout cela, parce que quand même ça fait un ensemble de problèmes considérables, pour résoudre tout cela, il faut, selon Biden, que l'Amérique, qui pendant 70 ans a contribué à la construction de cet ordre international avec ses normes, ses institutions multilatérales, la sécurité collective, la défense des droits de l'homme, etc. Il faut que les États-Unis retrouvent leur place au sein de la communauté internationale. Ça implique à nouveau pour l'humanité. Et ce, par le biais de la diplomatie et de la coopération, laissant l'intervention militaire comme dernier recours, mais ne l'excluant pas non plus. Donc là, vous avez, si vous voulez, l'aspect aussi pragmatique et réaliste de ce président. Ce n'est pas un idéaliste qui rêve sur des nuages, donc il a les pieds sur terre, il connaît les réalités de la politique internationale et il est prêt à utiliser tous les instruments, en commençant par les meilleurs. Donc, aux experts d'en conclure qu'une doctrine Biden existe déjà. Vous savez que les doctrines présidentielles américaines, c'est une tradition de les formuler et qu'elle prévoit la redéfinition de l'agenda du monde libre autour du concept de la défense des valeurs démocratiques, en opposition totale au Trumpisme. Ça promet aussi une politique plus affirmée que celle d'Obama, qui était quand même trop systématiquement abstentionniste sur la scène internationale, surtout à la suite du traumatisme causé par la guerre d'Irak. Donc, on pourrait conclure qu'il s'agira d'un idéalisme musclé et affirmé et que l'élection de Joe Biden représente pour les relations internationales la restauration de l'ordre libéral international dont on avait prématurément annoncé la disparition. Mais bien sûr, il faut aussi être vigilant car le Trumpisme n'a pas disparu pour autant et tout dépend de la performance de l'administration Biden pour qu'il ne revienne pas au galop. Je vous remercie de votre attention. Alors, grand merci, Madame la professeure. Merci
merci. Donc, tous nos applaudissements. Merci pour votre discours. Merci pour votre patience. Merci pour votre patience. Lucide, éclairé, éclairant, je dirais, brillant. Et comme ça, vous avez vraiment fait le tour des implications et pour l'avenir de cette grande nouveauté. Et peut-être vous avez aussi permis d'entrevoir la continuité, la discontinuité avec une lecture qui va encore plus en arrière de la D'ailleurs, situation. vous avez raison, vous avez très bien détecté la particularité de la politique étrangère américaine parce qu'elle est posée sur un mouvement pendulaire, toujours traditionnellement, entre interventionnisme et isolationnisme, morale politique et réelle politique, mais c'est un mouvement pendulaire continu qui fait qu'elle est perçue souvent comme inconsistante, décousue, parfois hypocrite. Mais quand vous avez en tête ce mouvement pendulaire permanent, vous comprenez mieux les choses. Donc, vous avez tout de suite, comme d'habitude, détecté la particularité. Merci. Donc, je suis à Merci. votre disposition pour les commentaires, les critiques et le débat. Et s'il y a des questions, Oui. avec grand plaisir. Alors, le public peut intervenir pour des questions, échanges, commentaires s'il le souhaite. Vous pouvez prendre directement la parole en ligne si vous le souhaitez. Si vous voulez bien profiter de la présence de Madame la professeure Turmain parmi nous. Je vois qu'il y a aussi des étudiants en Sciences Po de notre université que je remercie. Et si vous voulez Ah, c'est mon profiter de audience cette occasion. naturelle. Ah oui, absolument. En tout cas, comme je le disais, sur la page de la chaire Senghor de l'Université de la Vallée d'Aoste, vous trouverez l'enregistrement. Voilà, il y a une question, quelqu'un a levé la main, je vous donne la parole. Allez, vous pouvez Merci. allumer votre vidéo aussi si vous le Ça y est, souhaitez. Hein. c'est fait. Malheureusement, mon ordinateur a d'autres idées. Ah, Il ne marche pas. Je ne sais pas la c'est pas raison. grave, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Hein. Sur- Allez-y. Merci. Premièrement, je veux remercier Madame la professeure pour son discours. Je suis un passionné de la politique américaine. Je suis Ah, je suis en train de ça lire fait deux. Je suis en train de lire un livre appelé Histoire des États-Unis par un auteur italien qui s'appelle Giovanni Borgognone, dont c'est un sujet auquel je suis beaucoup intéressé. Et la question que je veux vous poser Oui, relève d'une des dernières choses que vous avez dites. Le fait que la présidence Biden serait la restauration du point de vue des relations internationales de l'ordre libéral international. Euh, je, je veux vous demander si cette restauration sera effectivement possible, parce que beaucoup de choses ont changé pendant la présidence Trump. Par exemple, la question de l'Iran. Avant, l'Iran était un pays qui était en train de normaliser d'une certaine façon ses relations avec l'Ouest. Par exemple, l'accord du nucléaire. clair. Il y a- il y avait eu un président modéré, M. Rouhani, tandis que aux élections les élections du 2021 qui vont être les élections du 18 juin, les sondages ont dit que les conservateurs, les extrémistes, comme l'ancien président Ahmadinejad ou monsieur Raisi, qui est le possible successeur de l'ayatollah, personnes qui semblent toutes conservatrices seront à même de gagner. Donc, même si Biden veut, par exemple, retourner à des relations, retourner à restaurer les relations de l'ère Obama avec l'Iran, ça sera difficile à faire.
aussi avec la Russie. La Russie, les tensions entre les États-Unis et la Russie ont vraiment éclaté, avec Biden qui a appelé Poutine en killer, et Poutine qui a répondu pratiquement de la même façon. Donc, ma question est-ce qu'une restauration de l'ordre libéral sera possible ou un nouveau ordre, un ordre différent est en train d'émerger? D'émerger, oui, peut-être pas dans le même sens que nous l'entendions avant, mais la différence sera que la lutte est à nouveau engagée en faveur d'un ordre libéral international, parce que n'oublions pas que depuis ces derniers 4 ans, les États-Unis étaient en recul total devant la montée de l'illibéralisme et faisait des concessions volontiers devant la poussée de l'illibéralisme, ce qui n'est plus le cas. Donc, en tout cas, on peut dire que, peut-être pour tempérer mon propos et que vous avez très bien fait de souligner, la lutte est engagée pour la restauration de l'ordre libéral national, international, mais jusqu'à quel point on pourra réaliser ça, ça reste bien sûr à voir. Il est vrai que un peu partout, cet illibéralisme, cet autoritarisme commence à faire métastase. Mais parce que justement, le leader du monde libre, entre guillemets, était en pleine démission. Maintenant, on verra comment la lutte va aboutir. Ce ne sera plus aussi facile, peut-être, d'entraver cet ordre, mais comme vous le dites, peut-être que ce sera un nouvel ordre international libéral, pas aussi, disons, pas défini de la même façon, un peu plus multipolaire, mais en tout cas, c'est la contre-attaque et nous allons voir le résultat. Merci beaucoup. Et je suis d'accord Merci à vous. avec votre description de la situation. Merci. Merci, ça me fait plaisir. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous avons le temps pour d'autres questions, commentaires. Bon, je pense qu'il n'y en a pas. Très bien. Bon, d'accord. Comme ça, à distance, c'est difficile. C'est plus difficile hein, qu'en présentiel, mais Oui, écoutez, toujours alors, parce que le contact est quand même un peu hypothétique. oui, un peu plus figé, un peu plus figé, mais je le dis publiquement, hein, nous comptons l'année prochaine avec une situation sanitaire plus sûre, d'avoir parmi nous en présentiel Madame Tourkmen pour une autre conférence. Comme ça, on pourra parler de l'évolution des relations internationales. On verra. Hein, ce qui s'est passé pendant un an. Par contre, moi, j'aurais une question pour qui voudrait répondre. Comment définiriez-vous les relations actuellement italo-américaines, donc entre les États-Unis et l'Italie? Est-ce que, par exemple, tout au long de l'administration Trump, comment est-ce qu'on a perçu ça? Comment les choses se sont passées? Comment est-ce qu'on a dialogué avec Washington? J'en suis assez curieuse et je vous serais reconnaissante de bien vouloir me répondre. Oui, mais avant ça, il y a une main qui vient de se lever. Monsieur Châtelet, à vous la parole. Bonsoir, madame. Bonsoir. Donc, ma question est celle-là. Qu'est-ce que vous en pensez à propos de la crise climatique? Est-ce que vous pensez que Biden aura la possibilité
améliorer la situation internationale à propos de ces problèmes? Écoutez, c'est une question énorme puisque ça ne dépend pas que de Biden, mais l'attitude arborée par les États-Unis aura quand même d'abord un sens symbolique et ensuite on verra jusqu'à quel point son pragmatisme surtout dans le domaine économique, va prévaloir ou pas. Je pense qu'avec le Canada, il y a une question en l'air au sujet, je crois, de l'oléoduc. Je vous assure que je ne saurais répondre. Il va donner le bon ton puisqu'il a clamé haut et fort l'importance qu'il accorde aux problèmes climatiques, mais est-ce que ce sera suffisant? Est-ce que la Chine va emboîter le pas, ce qui est très important? Tant que la Chine n'emboîtera pas le pas, ça restera partiel. Mais comme avec l'ordre libéral international, la lutte sera engagée. Là, le problème qu'il va sans doute, qui va le mettre un peu sous pression, ce sera aussi le côté économique. L'économie à restaurer contre le climat à améliorer. Il sera un peu pris entre deux feux et jusqu'à quel point le pragmatisme économique va prévaloir déterminera sa politique en matière climatique. Mais je ne suis pas du tout experte en matière climatique, alors vous excusez la superficialité de ma réponse. Donc, moi, je trouve que le président américain soit dans la position de donner une idée aussi aux autres leaders mondiaux, en étant un exemple, car on sait bien que les États-Unis avec la Chine sont les deux pays qui polluent le plus. Polluent le plus. Donc, il serait très important d'avoir un président américain qui, au contraire de Trump, donne l'exemple aussi aux autres. Car il s'agit d'un problème global, ce n'est pas un problème surtout pour ceux de notre âge désormais, mais surtout pour les jeunes. Exactement. Nous, je crois qu'on a sauvé la peau. On ne sait jamais, madame. On sait jamais. Vous savez très bien. Ça me rappelle un proverbe hongrois qui dit « En politique et en amour, il n'y a ni jamais ni toujours. » Donc, on ne sait jamais. Merci. Merci pour votre question. Merci, Monsieur Châtelaire, de votre participation et de votre intervention. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou alors quelqu'un qui a envie d'intervenir? Je m'éclairer sur les relations italo-américaines. Alors là, tu nous mets un peu en difficulté, hein, parce que c'est une lecture qui dépend fortement du cadre politique de celui ou celle qui répond, hein, parce que finalement, il y a eu beaucoup d'ambivalence. Il y a eu beaucoup d'ambivalence. Moi, je ne suis pas une experte de relations internationales, mais en tant que pédagogue, j'observe toujours les modèles de comportement et d'influence réciproque. Et alors, je vois qu'il y a toujours cette envie de rester en équilibre et d'arriver à prendre tout ce qui est bon, même dans les situations les plus difficiles. Et donc, finalement, on a un mauvais rapport. Mais il y a toujours une relation privilégiée, n'est-ce pas, entre l'Italie et les États-Unis. Il y a toujours eu un bon dialogue, toujours basé sur... C'est pas interrompu, tu vois, parce que bon, on l'a amené sur les champs qui n'étaient pas potentiellement explosifs, et puis l'échange culturel a été toujours très fort, l'échange avec une grande immigration italienne qui constitue nous, on a été très protégés, hein.
Nous avons été très protégés, même dans la politique un peu isolationniste, protectionniste. L'Italie n'a pas finalement été endommagée. Oui. Alors, il y a une autre main qui est levée, c'est toujours Samuele Cavan. Est-ce que vous voulez intervenir? Oui, à vous la parole. Merci beaucoup. Je suis pleinement d'accord avec ce que vous étiez en train de dire. L'Italie est connue pour sa maîtrise de l'art de s'adapter. Donc, on s'adapte à ce qu'il arrive et on cherche à obtenir le mieux qu'on peut. Donc, ce que disait Voltaire, la capacité d'adaptation est le plus grand signe d'intelligence. Tous mes respects. Exactement. Je veux souligner le fait qu'il y aura un changement, il y aura un changement avec le passage de l'administration Trump à l'administration Biden. Et c'est le fait que Trump n'était pas ce qu'on appelle un atlantiste, n'était pas vraiment, il avait un message et une pensée isolationniste qui n'aidait pas les relations avec les alliés de l'OTAN et auquel il semblait préférer les autocrates, donc Poutine, Kim Jong-un, parfois Xi Jinping, même si les relations entre l'administration Trump et la Chine ont été plutôt controversées, on peut dire, un peu contradictoires. Il y a une certaine admiration pour le style de Xi, mais aussi il y a le fait que Trump appelait le coronavirus le China virus, avec les conséquences qu'on a probablement vues les dernières dans ces jours, avec les attentats à Atlanta et la mort de huit femmes. Oui, ça a été terrible. On dit que déjà, il y a eu 3000 attaques contre les Américains d'origine asiatique depuis le début de la pandémie. C'est énorme. Exactement. Et j'ai vu, ce n'est pas seulement la faute de Trump, j'ai vu les mêmes statistiques d'autre part, mais justement, la position de leader dans le culte, parfois, de Trump n'aide pas la situation. Elle va seulement rendre la situation encore plus difficile pour les personnes d'origine asiatique. Oui, donc, malheureusement. Pour retourner à la question originale, je pense que les relations que l'Italie sera plus à son aise avec Biden, parce qu'il est aussi un interlocuteur plus facile il est plus facile d'avoir une relation, justement, parce que Trump était changeait beaucoup d'opinion, parfois dans la même journée, parfois dans l'espace de 2 tweets consécutifs, tandis que Biden... On ne pouvait pas s'y fier, oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. Donc, l'Italie pourrait retourner à son rôle traditionnel d'un pays qui est pacifique et qui préfère laisser les problèmes aussi, résoudre les problèmes à d'autres États et maintenir un outlook libéral, mais aussi avec l'adaptation dont on est en train de parler. Donc, Biden va rendre le travail du ministre Di Maio plus facile. Oui. Le dialogue sera plus équilibré quand même. On aura un interlocuteur équilibré. Oui, je vous remercie beaucoup pour votre réponse, de m'avoir éclairé. Donc, c'est à moi de vous remercier de m'avoir fait l'honneur d'intervenir à travers la chaire Saint-Gor de la vallée d'Aoste, qui, comme je dis, reste un faisceau de lumière régionale pour la francophonie et que nous remercions pas seulement personnellement, mais en tant que réseau de la francophonie pour toute sa contribution académique, sa grande qualité, son expertise et nous souhaitons le meilleur à la chaire et je félicite notre vice-présidente qui restera pour nous toujours vice-présidente, Madame la professeure Grange. Donc, merci infiniment à tout le monde d'être là
Et je suis dans l'impatience de revenir dans votre belle université, dans votre belle ville et de vous retrouver tous. Merci, Au revoir. c'est trop généreux de votre part. Je suis flattée et émue. Donc, encore merci, grand merci. Et merci à vous tous et toutes qui avez participé. Et, ça a été vraiment un privilège et un plaisir, comme toujours. Tout le plaisir Donc, a été pour moi. Au je vais revoir. arrêter maintenant l'enregistrement. Vous retrouverez la conférence sur le site de l'Université de la Vallée d'Aoste. Et bonne journée de la francophonie à tout le monde. Merci. Et à la prochaine. Hein, À la pour toutes prochaine. et tous. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, madame. Merci à tous. Merci. Merci, au revoir.